Merci beaucoup David. Je remercie bien évidemment toute l'équipe organisatrice et puis les deux présidents. Alors effectivement, je suis expert à la Cour d'appel, mais avant d'être expert à la Cour d'appel, j'ai fait beaucoup de consulting, médecin conseil pour le premier assureur en plateau technique lourd, qui a aussi permis d'avoir pas mal d'expérience dans la stratégie. Alors, je ne m'attarderai pas sur le côté technique de l'infection et la prise en charge, puisque la suite du programme va s'en charger. Comme l'a dit David, c'est la première cause de procédure médico-légale. Alors, comment on peut expliquer cela? Notamment parce que c'est une chirurgie fonctionnelle, et les complications pour cette chirurgie fonctionnelle sont parfois lourdes. Depuis également en 2002, avec la loi dite Kouchner, il y a une certaine protection des patients, et c'est bien, mais ça a aussi augmenté le nombre de procédures. Par contre, depuis 2012, on peut voir qu'elles sont assez stables, finalement. Mais l'orthopédie, c'est quand même la deuxième spécialité pourvoyeuse de procédures après la neurochirurgie. Alors, je vous ai dit, je ne vais pas m'attarder, c'est 2000 cas par an d'infection, 0,5% environ en France, un petit peu moins que dans la littérature internationale. On verra tout à l'heure comment le prélèvement positif, ça signe le diagnostic. Et la prise en charge, vous le verrez, elle est multidisciplinaire et fait appel à des centres de référence. Également, ça passe par une chirurgie de reprise, avec soit la rétention des implants, en changeant les composants modulaires, soit la dépose repose en un temps ou deux, avec une antibiothérapie plutôt lourde, avec un ajustement parentéral pendant de nombreuses semaines. Alors, ce qui nous intéresse surtout, c'est les aspects médico-légaux. Il faut être rigoureux du début à la fin de la prise en charge. Alors, il ne faut pas se voiler la face, il ne faut pas faire l'autruche, il ne faut pas ignorer la réalité, et surtout, quand la procédure est en cours, il ne faut surtout pas cacher des preuves ou cacher des éléments cliniques sous peine d'avoir une responsabilité, cette fois-ci pénale. L'assurance vous couvre en tant que responsabilité civile. Attention, au niveau pénal, c'est différent. Alors l'infection en soi, ce n'est pas une faute, c'est sa mauvaise prise en charge qui est une faute. Donc ça évite de se sentir coupable. Dès le début, dès la première consultation, il y a un certain nombre d'obligations. Une obligation de moyens pour faire le diagnostic et également pour préparer la chirurgie, réaliser tous les examens nécessaires. Et il faut le tracer. Mais il faut donner tout un tas d'informations aux patients sur les alternatives thérapeutiques, non chirurgicales et chirurgicales, même si certaines chirurgies ne sont pas faites dans votre centre. Il faut que le patient ait le choix de son chirurgien et de la technique. Il faut bien évidemment informer des complications les plus fréquentes, mais également les plus rares, mais graves, et s'attacher à bien noter les risques et les facteurs de risque d'infection, et notamment les comorbidités. L'information, elle doit être claire, intelligible de la part de chaque patient. L'HAS a souligné le caractère oral qui primait sur l'écrit, mais néanmoins, en cas d'expertise, seuls les écrits restent. Donc il faudra bien évidemment obtenir un consentement éclairé signé avec un délai de réflexion satisfaisant pour une chirurgie fonctionnelle et lourde. C'est très important de colliger et d'informer les correspondants parce que finalement, c'est une trace écrite non falsifiable. Les notes de dossier, c'est bien, mais les correspondants, on peut récupérer les lettres et il est bien et de bon ton que le patient ait un double ou alors que le courrier soit dicté en sa présence. On peut céder des questionnaires d'information des sociétés savantes ou des auto-questionnaires. Ce qui est intéressant pour la preuve de l'information, c'est les dessins sur les pochettes de radio. Attention au rôle de l'assistante médicale ou de la secrétaire. Elle ne doit pas se substituer au rôle du chirurgien. Attention si le délai entre la consultation et la chirurgie est long. Il peut y avoir des modifications du statut clinique et donc des modifications d'indication. Faire attention à la disponibilité des implants, notamment en cas de turnover rapide ou d'implants particuliers lors des reprises. Le marquage du côté sera repris dans la checklist de l'HAS, checklist qui est intéressante, qui est opposable et qui reprend les éléments majeurs des causes d'événements indésirables majeurs. L'antibioprophylaxie, c'est un point essentiel. C'est la co-responsabilité du chirurgien et de l'anesthésiste, sauf si, localement, il y a une trace écrite dans la clinique ou dans l'hôpital qui donne la responsabilité directement à l'anesthésiste. Elle suivra les recommandations du CLIN, qui lui-même suivra les recommandations des sociétés savantes. Il faut savoir que si l'antibioprophylaxie n'est pas correcte, en cas d'infection, il y aura 50% de perte de chance dans la responsabilité des praticiens. Le compte-rendu opératoire, c'est une pièce majeure dans la stratégie de défense. Elle reprend l'essentiel des identités, des dates, des diagnostics,
mais c'est important pour le chirurgien de tracer l'antibioprophylaxie. En cas de procédure, retrouver le dossier anesthésiste, c'est compliqué. C'est des fois même illisible. Vous facilitez le travail de l'expert si l'antibioprophylaxie est bien notée. Le compte-rendu d'hospitalisation est devenu opposable depuis 2017 avec un certain nombre d'éléments et il est important d'y retrouver les effets indésirables ou complications lors de l'hospitalisation et également le type de suite post-opératoire, ambulatoire ou dans un centre de rééducation. Le suivi est important, il faudra avoir des notes de consultation ou des lettres pour chaque consultation et pouvoir colliger les mobilités qui pourront être comparées et on pourra rendre imputable ou non à l'infection les défauts de résultats. Il faut traquer l'infection. Attention au niveau des téléphones, des coups de téléphone et des emails. Il faut les tracer dans le dossier patient, ce qui peut être facilité par les dossiers informatisés. Attention, la perte de contact, c'est un élément qui doit vous mettre la puce à l'oreille sur une possible mise en cause. Soit la perte de contact, soit la demande du dossier médical de la part du patient à la clinique. Alors, il faut savoir que les procédures, c'est pour la majeure partie des cas des procédures à l'amiable depuis la création de la CCI. C'est une procédure qui est gratuite pour le patient et qui est simple, donc il ne s'en prive pas. Viennent ensuite les procédures civiles qui sont payantes car nécessitent un avocat, plus rarement administratif car c'est compliqué de mettre en cause l'hôpital public, exceptionnellement au niveau pénal et au niveau ordinal, c'est surtout sur des contentieux au niveau des montants d'honoraires. Depuis 2002, la responsabilité est de fait de l'établissement en cas d'infection, sauf s'il prouve le contraire, ce qui peut donner des conflits entre chirurgiens et cliniques. Alors la stratégie de défense, en premier, appeler l'assureur. C'est la première chose à faire. Ils vont dépêcher tout un tas de conseillers, d'avocats et de médecins conseils qui vont vous aider. Aucun contact direct avec la clinique qui n'est plus votre ami, aucun contact avec le patient. Il faut vite récupérer les éléments clés qu'on a vus tout à l'heure, car la procédure gèle leur obtention et on ne pourra plus du tout les récupérer après. Au moment de l'expertise, il faut les avoir anticipés, on a vu, il faut être présent, empathique, ça montre une certaine empathie pour le patient. Il faut être courtois, respectueux, et le fait d'être supporté par des médecins conseils, des avocats vous permet d'être zen en toute situation, et il faut prévoir les questions potentielles avec l'argumentation scientifique à côté. Ça fait partie du job actuellement. En cas de responsabilité, les assurances ne dédommageront uniquement les dommages liés à l'infection, pas liés à la pathologie en elle-même. S'il n'y a pas de faute, s'il n'y a pas de négligence, ça sera l'assureur de la clinique ou de l'institution qui prendra en charge les dommages, ou alors l'ONIAM si des critères de gravité particuliers sont présents. Si par contre il y a une faute avérée, le dédommagement sera au prorata de la faute et de son imputabilité. Et ce qu'il faut savoir, c'est ce qui coûte le plus cher, c'est en cas de perte d'autonomie l'assistance tierce personne. Également, le recours des tiers, c'est-à-dire que l'assurance maladie va vouloir son remboursement des frais dus à la pathologie, dus à la complication. Alors, les montants sont en perpétuelle hausse, ça vous pouvez l'imaginer. Quelles sont les conséquences par rapport à l'assurance RCP? Ça dépend de la politique de l'assureur, ça dépend de la degré de responsabilité. Généralement, lors de la première mise en cause, il n'y a pas de conséquences, mais après, il peut y avoir une augmentation des primes d'assurance, l'obligation de une formation continue, voire même une exclusion. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour éviter tout problème, déjà, il faut connaître bien les recommandations de bonne pratique en matière d'infectiologie. C'est la première chose pour avoir évité les fautes. Et ensuite, il faut prouver que vous les avez bien appliquées en établissant une véritable checklist des quelques éléments qu'on a vus essentiels. Voilà, je vous remercie. Merci Florent.